Bien, eh bien, bonjour à tous et puis merci d'être présents pour cette conférence. Alors, sur un thème qui comme ça peut paraître pas très léger, néanmoins, c'est de mieux le connaître. De toute façon, moi, je vais l'aborder sur le plan du yoga et de la yoga thérapie. Donc on ne sera pas évidemment sur l'aspect médical et protocolaire par rapport au médical, mais bien dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire à travers la prise en charge et les principes, les concepts que propose le yoga et la yoga thérapie. D'accord ? Voilà. Alors, on va d'abord voir la pathologie, ses caractéristiques, les symptômes, les facteurs de risque, etc. Et puis ensuite, je vous présenterai l'approche thérapeutique que la yoga thérapie propose dans ce cadre-là. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Carole Bambesser, professeure de yoga et yoga thérapeute, c'est-à-dire la yoga thérapie, c'est la branche du yoga qui s'est spécialisée dans l'approche thérapeutique, c'est-à-dire à la différence du yoga, on vient à la yoga thérapie pour soulager des symptômes, pour traiter des pathologies. La plupart du temps aussi dans le cadre en fait des traitements qui peuvent déjà être mis en place et je m'appuie sur les diagnostics médicaux qui ont été faits. Voilà. Alors, donc aujourd'hui on va voir tout ce qui est pathologie et tumeurs malignes. Donc, il faut savoir qu'en temps normal, eh bien, notre corps se régénère naturellement au quotidien, c'est-à-dire que chaque cellule va être remplacée par une nouvelle cellule avec élimination de la cellule morte, et ceci à partir des cellules existantes qui vont se reproduire à l'identique. Ça, on l'a tous vu à l'école, ça s'appelle la reproduction cellulaire. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 28 jours, en fait, l'intégralité de nos cellules sont renouvelées et que donc tous les 28 jours, nous sommes quelqu'un de nouveau. C'est sympa. Et en même temps, elle a quelqu'un d'autre. Or, il arrive que ce renouvellement en fait cellulaire soit perturbé et qu'il va générer en fait des excroissances au niveau du corps physique. Ce qu'on va appeler une excroissance, c'est un groupe de cellules anormales qui va former une masse. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'il est important aussi, c'est de distinguer les deux types d'excroissance qui, heureusement, dans la majeure partie du temps, des cas, va être de forme bénigne. Donc, comment on distingue une forme bénigne d'une forme maligne ? Eh bien, la forme bénigne, en fait, vous allez avoir une croissance extrêmement lente, voire une fois que l'excroissance est apparue, eh bien, ça stoppe complètement. Elle va être localisée à un seul endroit au niveau des tissus, là où elle aura pris finalement naissance. Et si elle s'étend dans les tissus voisins, ça va être un peu comme une plante où c'est les racines. En fait, vous avez un très bon exemple qui est celui des verrues. Voilà. Et donc, par contre, ça ne va pas se développer dans d'autres parties du corps. Et en fait, s'il est traité par ablation, elle est traitée par ablation chirurgicale. Une fois que l'excroissance a été enlevée, en fait, elle ne repousse pas, elle ne revient pas. D'accord ? Et puis, le dernier point important, c'est que elle ne mettra pas en cause le pronostic vital. Donc là, c'est pour la forme bénigne qui est plus de 99% des cas. Et c'est pour ça qu'il est important de distinguer de la forme maligne, c'est-à-dire s'il y a quelque chose, un petit truc qui nous pousse, un grain de beauté qui apparaît, il ne faut pas paniquer pour autant parce que, voilà, la plupart du temps, quasiment tout le temps, c'est bénin. Néanmoins, il arrive que cette forme bénigne évolue. Alors, comment on reconnaît une forme maligne ? Eh bien, là, la croissance va être extrêmement rapide. On est sous des 3-4 mois. Ça va très, très vite. La tumeur va envahir, en fait, d'autres tissus au niveau de la constitution et se propager, en fait, dans le corps à d'autres endroits. Donc, c'est ce qu'on va appeler les métastases. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines cellules qui vont se détacher comme ça et peuvent circuler dans le sang et la lymphe et donc se déplacer à l'intérieur de la constitution. Et la caractéristique la plus importante, c'est que ce type de tumeur va mettre en question le pronostic vital. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Alors,
On va dire, mais comment, au-delà donc de l'aspect physique, des critères que je viens vous donner, comment aussi on peut savoir par rapport aux symptômes? Alors, là, il y a un hic, c'est que au premier stade d'une tumeur ou d'une pathologie maligne, il n'y a pas de symptômes. Donc, en l'occurrence, c'est asymptomatique et ça ne se voit pas. Alors, pourquoi c'est asymptomatique? Puisqu'en fait, ces excroissances en fait, sont produites à partir de cellules saines. Donc, de cellules normales. Ça veut dire que n'importe quelle cellule normale peut se reproduire en cellules malignes. Donc, pendant un premier temps, et tant que la taille n'est pas suffisamment importante, eh bien, on ne détecte pas ces excroissances, en fait, ces tumeurs malignes. Voilà. Et c'est seulement quand la taille va être suffisamment grosse que vont apparaître certains symptômes. Donc, le premier, c'est la détection d'une masse au niveau du corps, mais ça, c'est pas toujours évident. En fonction de la localisation, eh bien, on n'est pas non plus aussi tout le temps en train de se palper. Et même si c'était le cas, il y a des endroits bien trop profonds pour qu'on puisse les ressentir. Les autres symptômes qui vont apparaître, ça va être le manque d'appétit, la perte d'appétit, en fait, la perte de poids et une fatigue intense. C'est vraiment les principaux symptômes. Et après, ce sont les analyses de sang et différents examens qui vont bien sûr révéler la présence quand elle n'est pas visible à l'extérieur. Alors, maintenant, les caractéristiques en fait de ces tumeurs malignes, de ces pathologies, notamment par rapport à la cause. En fait, la cause, la plupart du temps, va être inconnue du corps médical. On est sur des troubles physiques, enfin des troubles qui vont surgir au niveau du plan physique, mais finalement, on ne sait pas forcément identifier la raison précise qui crée l'apparition de ces symptômes, de ces troubles. Il faut savoir souvent que c'est un ensemble de facteurs qui se combinent en fait pour produire la pathologie, facteurs que l'on verra juste après. Donc, dans les caractéristiques de ces pathologies, il y a la cause, qui est souvent inconnue. Ensuite, ce sont des pathologies de nature chronique. Chronique, c'est-à-dire qu'elles vont durer un certain temps, au minimum entre 3 à 6 mois. Il y a d'autres types de pathologies, les pathologies auto-immunes par exemple, ou autres, voilà, que l'on qualifie de chroniques, parce qu'elles vont survenir et rester un minimum de temps, qui est en l'occurrence sur des périodes pas moins de 3 à 6 mois. Et ces pathologies malignes rentrent dans ce cadre. Alors souvent, ça peut être accompagné de beaucoup de souffrance, en fait. Et ces pathologies, comme les pathologies auto-immunes par exemple aussi, vont présenter 3 phases. Donc il y a la première phase où apparaissent les symptômes, à un moment donné, en tout cas les détecter. Et c'est une période voilà, qui peut être compliquée et source de souffrance. On va avoir une rémission, qui est la deuxième phase. Et il peut y avoir rechute. Et lorsqu'il y a rechute, eh bien, c'est comme si finalement il y avait un nouveau problème. On repart en fait pour un cycle. Voilà. Et c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a rechute. Okay. Alors, vous pourrez voir aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une conférence déjà sur les pathologies chroniques en fait et maladies auto-immunes. Donc vous retrouverez aussi, si vous allez la visionner, des éléments qu'on retrouve en fait de dénominateurs communs dans ces deux types de pathologies. Alors, on va voir maintenant le processus de la maladie, c'est-à-dire comment la maladie va s'installer. Alors, encore une fois, je redis, ce processus, ça va être tel que le yoga et la yoga thérapie le conçoivent, les expliquent. On va d'abord avoir ce qu'on appelle des facteurs prédisposants. Ça veut dire quoi un facteur prédisposant? Ce sont les facteurs les éléments qui vont rendre un individu vulnérable en fait à une pathologie, quel qu'il soit.
Donc, dans les tumeurs et pathologies malignes, vous allez avoir tout ce qui est facteur héréditaire, d'une part, tout ce qui est prédisposition génétique, les antécédents familiaux, mais vous pouvez aussi avoir des facteurs environnementaux, c'est-à-dire pour les personnes qui ont été exposées un certain temps à, par exemple, la présence d'amiante, des gaz toxiques, des pesticides, etc. Donc des facteurs chimiques, des éléments chimiques mauvais pour la santé et qui vont au fur et à mesure en fait altérer la constitution. Ensuite, vous avez également des facteurs de tout ce qui va être surexposition au soleil. Voilà, sur des périodes répétées longues ou des coups de soleil. Des fois, on voit des personnes où nous-mêmes, on a attrapé des gros coups de soleil et puis on s'est dit, bon, la crème solaire, voilà. Des expositions à des radiations, un petit peu moins courant, mais fumée toxique et métaux lourds. Ça, ce sont des éléments aussi qui font partie des facteurs prédisposants à ce type de pathologie. Les infections bactériennes, les greffes d'organes, voilà. Et puis, dans ce que l'on consomme, eh bien, ça va être le tabac, l'alcool, voilà. Et je le mets en dernier parce qu'on verra que c'est pas des moindres, ça va être le facteur du stress. Alors à la fois, ça peut être un stress très fort à un moment donné, on va qualifier, voire de trauma, mais c'est aussi le stress répété à longueur d'année. Voilà. Qui peut faire que, oui, on vit avec, on le supporte, on le gère plus ou moins bien, mais la constitution est soumise à une tension permanente. Donc, ça ne veut pas dire que ces facteurs, c'est la cause ultime et que c'est uniquement un ou un autre de ces facteurs qui va déclencher la pathologie. Ça peut être, comme vous dites, plusieurs facteurs, effectivement. Mais encore une fois, je vous ai dit, ce sont des éléments qui vont prédisposer la constitution à développer ce type de pathologie. Mais c'est pas forcément parce qu'on a tous dit ah bah oui mais moi je bois pas, je fume pas et puis ça m'arrive alors qu'un tel il fume 3 paquets par jour et puis tout va bien. Voilà. Donc alors du coup ce qu'on va appeler la cause en fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la cause elle est pour la plupart du temps méconnue et elle est liée à une combinaison de facteurs. Néanmoins, ce qu'on a repéré, c'est qu'au niveau du mental, sur le plan du mental, alors ce que je vais appeler le plan du mental, plan psychique, c'est le mental superficiel, c'est-à-dire la partie de notre constitution qui traite l'information, l'analyse, est en capacité de restituer, de donner une réponse cohérente, tout ce qui va être mémoire et fonctions cognitives, en fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on repère? C'est justement la présence d'une grande agitation psychologique, des traumatismes ou d'une instabilité émotionnelle. Et du coup, en fait, en d'autres termes, on peut dire qu'à un moment donné, il y a un environnement qui est créé pour que ce que je vais appeler la mauvaise graine puisse grandir. La graine, elle est là. On le veuille ou non, la graine est là, puis on verra après quoi cette graine. Mais si vous avez tous fait un petit peu de jardinage, vous savez qu'une graine, c'est pas parce qu'on plante une graine que derrière il va pousser un arbre ou une belle fleur ou une salade. Pour qu'une graine grandisse, il faut qu'elle ait un environnement approprié, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit nourrie. Il faut qu'elle soit nourrie par des éléments appropriés, un climat, de l'eau, et de la nourriture, des nutriments. Alors, je vais vous donner 2 exemples qui vont illustrer comment, justement, cette mauvaise graine peut se développer quand elle est arrosée par des événements pas très agréables. Le premier exemple, c'est celui d'un couple de fleuristes, en fait, qui est alors, je veux dire qui était, parce que l'un et l'autre sont décédés aujourd'hui, mais qui étaient mariés depuis de longues dates et qui ont consacré leur vie à faire les marchés puisqu'ils étaient fleuristes et ils vendaient sur les marchés.
Ils ont un fils adulte et n'ont pas de petits-enfants. Et il arrive un moment où c'est l'âge de la retraite, la période de la retraite. Et la femme, en fait, va difficilement vivre cette période de retraite, d'entrer dans cette nouvelle vie. Et elle déprime rapidement. Or, il se trouve qu'à l'opposé, le mari, c'est, comme je disais, l'inverse. Il se trouve une deuxième vie et, fort d'une nouvelle relation, quitte sa femme. Comme elle est seule, peu entourée, en dépression, elle se suicide. Moins d'1 an après, le mari décède d'un cancer. Foudroyant. Donc, c'est une illustration. Je vous en donne une deuxième. C'est vraiment pour vous expliquer qu'est-ce qui fait à un moment donné. La graine, elle est là, il va y avoir un environnement qui va la nourrir. Là encore, un couple marié depuis 50 ans, sans problème particulier de santé, etc., qui mène une vie normale. Et là, l'homme décède brutalement d'une crise cardiaque. Et lui et sa femme n'avaient en fait jamais été séparés. Et donc, ça a été un choc brutal, assez cruel pour les émotions de cette femme. Et avec ce stress émotionnel profond, 1 mois après le décès de son mari, en fait, elle a développé une tumeur maligne. Voilà. Donc, c'est pour vous illustrer qu'est-ce que l'on dit derrière quand le facteur tourment psychologique, traumatisme, stress important, le rôle que celui-ci va jouer dans le développement en fait de la pathologie, en l'occurrence de la graine. D'accord ? Voilà. La graine, elle, d'où elle vient ? Elle vient d'un niveau beaucoup plus profond de la constitution. On n'est plus sur le mental superficiel, mais vous savez qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on va appeler l'essence. On peut toujours modifier qui on est sur le plan du mental superficiel, décider de changer certaines choses dans notre fonctionnement. Mais il y a le substrat, je vais dire, l'essence de qui on est. Et ça, on aura beau essayer de changer quelque chose, de vouloir, on ne pourra pas. Parce que derrière ça, il y a nos valeurs profondes, il y a nos fondations qui sont là depuis qu'on est tout petit. Il y a aussi ce que notre lignée nous a transmis et qui est notre lignée aussi. Et donc, c'est quelque chose, vraiment, c'est ce qu'on appelle notre essence, notre nature, et ça, on ne peut pas le changer. Voilà. Et la graine, elle se situe à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est comme un réservoir, c'est finalement plein de graines, il y a plein de graines à cet endroit-là. Notre réservoir inconscient qui contient tout un tas d'informations qui viennent de ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit et qui viennent aussi de ce que notre lignée, je vous disais, nous a amené. Et puis, peut-être aussi pour des gens qui ont d'autres croyances, peut-être de vie passée, etc. Mais en tout cas, il y a ça profondément en nous, pour partie très positive et pour d'autres un peu moins positives, c'est-à-dire des émotions, des impressions qui sont là et qui n'ont peut-être pas été vécues émotionnellement comme il aurait fallu, et en tout cas libérées sur ce plan émotionnel. Voilà. Donc, tous ces éléments sont dans une partie très profonde en fait de notre mental. Et tant qu'on ne nourrit pas par le mental, ce qui est superficiel, ces graines, elles sont en place, elles ne bougent pas. Elles ne vont pas générer quelque chose. Mais à partir du moment où, par ce qui est vécu dans le quotidien, on va nourrir ces graines, c'est là que la pathologie va commencer à se développer. Alors, une fois qu'elle s'est développée, donc vous avez la graine dans le milieu de la partie très profonde, c'est arrosé au niveau du mental, donc la constitution un peu plus superficielle. Et une fois que le processus est en route, comment ça va se traduire sur le plan physique ? Donc, dans un premier temps, la pathologie va commencer à déséquilibrer ce qu'on appelle les systèmes physiologiques profonds. On dit système physiologique profond, c'est-à-dire c'est ceux qui gouvernent les autres.
Donc vous avez le système neurologique, vous avez le système immunitaire et le système hormonal. À partir du moment où le système immunitaire est déséquilibré, ça va déséquilibrer les systèmes physiologiques superficiels. Dans les superficiels, on a par exemple le respiratoire, le reproducteur, le digestif, etc. Et il se trouve que pour chaque individu, il y a forcément au moins un système qui va être plus faible que les autres. C'est ce qui explique que quand une pathologie ou une tumeur maligne se développe, eh bien, elle ne va pas se développer au même endroit pour tout le monde. Voilà. Donc, si par exemple, il y a une faiblesse au niveau de la prostate pour les hommes ou de l'utérus, c'est-à-dire dans cette partie de l'élimination, eh bien, on va retrouver la pathologie à cet endroit-là. Si, à l'inverse, il y a une faiblesse dans les systèmes physiologiques supérieurs, eh bien, on pourra retrouver une pathologie, une tumeur cancéreuse au niveau de la gorge ou au niveau du cerveau. Voilà. Et en fait, c'est quelle partie de la constitution va présenter une faiblesse, et c'est à cet endroit-là que la pathologie va se développer pour l'individu. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut le savoir à l'avance quelle partie de la constitution est faite? En tant que yoga thérapeute, oui, on peut repérer effectivement parce que souvent il y a eu d'autres pathologies, pas forcément graves, mais si par exemple la personne faisait de l'asthme ou il y a des infections urinaires répétitives, voilà, ou une faiblesse du système immunitaire, ça ne veut pas dire que la personne va développer quelque chose de malin, mais on peut déjà repérer justement en fonction des autres pathologies quel système physiologique présente les faiblesses. Donc voilà. Et du coup, déjà remédier, rééquilibrer. On a des pathologies dont l'origine, pour la plupart d'ailleurs, va être physique ou un des systèmes physiologiques, par exemple le trouble digestif, de l'élimination, etc. On sait que déjà ces parties-là sont en faiblesse. Donc il suffit d'aller renforcer par une pratique de yoga-thérapie appropriée pour relancer le fonctionnement de ces systèmes. Donc oui, on peut quand même, sans arriver à ces stades-là, aller déjà rééquilibrer sur un plan physiologique. Voilà. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'à un moment donné intervient un autre niveau. La cause ultime de la pathologie, si je fais un résumé par rapport à ce que je vous ai dit, la cause ultime, elle est dans la personnalité profonde, dans le psychisme profond. L'arrosage se fait au niveau du mental. Et après, ça affaiblit le système physiologique profond. À partir du moment où le système immunitaire est touché, il ne fait plus son boulot de la même façon. Donc, il va affaiblir les systèmes physiologiques superficiels. Et comme il y en a toujours au moins qui traînent de la patte, eh bien, du coup, l'étape ultime, ça va être là, c'est là que va se situer la manifestation physique, les symptômes physiques de la pathologie. Sur le processus de développement de la pathologie, ça va? La question, pas d'autres questions. Alors, maintenant, on va voir le processus thérapeutique. Donc, je vais juste très brièvement balayer ce que propose le corps médical, la médecine, qui est important. Et d'autant plus important que, je le dis, parce que, alors, on sait que ce sont des traitements lourds qui peuvent faire peur, effrayer, et que parfois les gens ne veulent pas les suivre. C'est tout simplement pas une bonne idée. Pourquoi, d'après vous? C'est que derrière, la mort est possible. Voilà. Donc, s'il n'y a pas ces traitements, la pathologie se développant tellement vite, la constitution n'aura pas forcément les moyens, et tel qu'on l'a vu juste avant, comment la pathologie se développe, la rapidité avec laquelle elle se développe, eh bien, on n'aura pas forcément les ressources et le temps pour faire face. Donc, il est vraiment important
de suivre les protocoles médicaux qui sont proposés, enfin, qui sont prescrits, même si effectivement on sait qu'ils sont lourds et pas sans conséquences. Alors, quelles sont-ils ces thérapies proposées par le corps médical? Je pense que vous en connaissez au moins certaines. La première, ça va être l'intervention chirurgicale. Donc, à partir du moment où le diagnostic est posé suffisamment tôt et qu'il est possible de retirer l'excroissance et là où elle est plus sur les tissus environnementaux, environnants proches, eh bien, la chirurgie va permettre de retirer l'excroissance. Ensuite, vous avez la chimiothérapie. Voilà, donc là, on est sous la forme d'une forte chimie qui est administrée toutes les 3 semaines ou un mois, en fait. Et elle va en fait détruire les cellules qui prolifèrent rapidement. En fait, c'est ciblé sur les cellules dont en fait, parce que la caractéristique de ces cellules malignes, c'est qu'elles se reproduisent très très vite. Et du coup, c'est aussi ce qui explique pourquoi quand on a ces traitements-là, on perd nos cheveux. Eh bien parce que les follicules font partie des groupes de cellules qui se reproduisent beaucoup plus vite que les autres. Voilà. Donc comme la chimio vise ce type de cellules, eh bien les cheveux, les follicules pileux sont détruits également. Pourquoi aussi on fait de l'anémie? Parce que, pareil, les cellules sanguines font partie de ces cellules qui se reproduisent rapidement. Et puis, pour les hommes, il y a aussi une destruction au niveau du sperme, des spermatozoïdes, parce que ce sont aussi des cellules dont la reproduction est rapide, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez la radiothérapie. Donc là, ça va être des rayons qui sont ciblés sur la partie du corps qu'il faut traiter. En fait, cette radiothérapie est donnée en continu sur 10 à 20 jours, répétée comme ça un certain nombre de fois, sur plusieurs périodes. Et puis pour les cancers reliés au système hormonal, eh bien, vous aurez en fait l'hormonothérapie qui, elle, est administrée régulièrement sous forme de comprimés. Voilà. Donc ça, c'est ce que propose la médecine aujourd'hui. Des questions par rapport à ça? Alors du coup, comment intervient la yoga thérapie dans ce protocole, dans cet ensemble, et qu'est-ce qu'elle peut apporter? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est vraiment important de suivre ce que le corps médical prescrit. Et bien entendu, la yoga thérapie va intervenir dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire avec un ensemble de disciplines, de protocoles qui peuvent être proposés à la personne pour venir à la fois soulager les symptômes de la pathologie, mais aussi les effets secondaires que produisent en fait les traitements. D'accord ? Mais je le répète, on n'arrête pas un traitement médical parce qu'on va faire de la yoga thérapie. Alors, durant le processus en fait du développement physique de la pathologie, on y a vu précédemment. Donc là, il y a une prise en charge médicale avec la décision en fait médicale du type de traitement qui sera proposé à la personne. D'accord ? Et du coup, la yoga thérapie intervient à ce niveau de la prise en charge pour déjà soulager les premiers effets de la pathologie maligne. Je vous ai dit tout à l'heure, les premiers symptômes, on a une grande fatigue, par exemple, on peut avoir de la douleur, on peut avoir, selon où elle va se situer, une restriction de mouvement, et puis bien entendu ce qu'elle va générer, alors que c'est un des facteurs précipitants, on va dire, importants, elle va générer du stress. Au moment où on annonce le diagnostic aux gens, que même le détecte, forcément le stress monte. Hein. Voilà. Donc du coup, la yoga thérapie va intervenir sur ces premiers éléments. Ensuite, une fois que les traitements allopathiques sont mis en place, en fonction du traitement allopathique, la yoga thérapie va pouvoir intervenir pour
agir là sur les effets indésirables du traitement. Si on reprend l'intervention chirurgicale, la yoga thérapie va dans un premier temps pouvoir préparer la zone, si on prend l'exemple d'un cancer du sein, va pouvoir préparer en fait la zone qui va faire l'objet de l'intervention chirurgicale de manière à faire circuler l'énergie dans cette zone. Donc ça, c'est avant l'opération. Et post-opératoire, la yoga thérapie va intervenir pour faciliter la guérison et la cicatrisation des tissus. Voilà. Et comment l'intervention chirurgicale, s'il y a justement une restriction de mouvement et des tissus qui ont pu être ou très tirés ou limiter l'amplitude d'une articulation, eh bien, on va travailler sur cet aspect-là pour redonner de la mobilité aussi au tissu. Si la personne est traitée en chimio ou en radiothérapie. Donc là, on va être sur le fait de soulager les effets ressentis par ces traitements, à savoir, donc ce sont des traitements qui vont générer beaucoup de chaleur au niveau du corps. Les gens vont très vite ressentir, ça vient très très vite, un épuisement. Donc c'est comment on va ressourcer, lutter contre cette fatigue. Il peut y avoir des nausées, voire des vomissements. Un souffle qui va se restreindre, c'est-à-dire l'amplitude respiratoire va s'affaiblir, s'amoindrir. Un manque d'appétit, voilà, ce sont des exemples. Une affectation au niveau du foie parce que les traitements donnés, en fait, ce qu'on appelle l'usine métabolique, elle est extrêmement chamboulée. Donc, il peut y avoir des difficultés de fonctionnement au niveau du foie. Et puis, comme je vous disais, en fait, ces traitements vont amener beaucoup de feu dans la constitution. Donc, ça peut se manifester, là encore, sous différents symptômes, des éruptions cutanées, l'eczéma, etc. Donc là, la yoga thérapie va intervenir. Ce qui sera proposé aux gens, c'est comment venir soulager, amoindrir tous ces effets-là. D'accord ? Et puis, plus généralement, sur l'ensemble de la période, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des périodes qui s'étendent sur plusieurs mois, en fait, eh bien, le plus important, ça va être de supprimer le facteur déclencheur, à savoir le stress émotionnel. Voilà. C'est vraiment ce stress émotionnel et psychique qui est fondamental, et notamment si aussi on va empêcher une récidive. Ensuite, on va améliorer, alors ça rejoint la question posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut savoir quel système physiologique est faible ? Eh bien là, justement, la yoga thérapie va, en fonction de la localisation de la pathologie maligne, venir renforcer cette zone à l'origine faible. Donc, tout ce qui va être, si le cancer est un cancer de l'utérus, prostate et vessie, donc c'est la zone de l'élimination. Donc on va renforcer cette zone de l'élimination. Alors est-ce qu'elle présentait déjà des faiblesses ? Alors oui ou non ? Est-ce que par exemple il y avait un terrain de constipation chronique, des choses comme ça ? Mais peut-être qu'on n'avait pas détecté de faiblesse particulière. Si la pathologie maligne est située dans l'intestin grêle, le côlon ou le rectum, on va être sur le système digestif. Voilà. Donc c'est ce système physiologique dont il faudra renforcer l'efficacité. Tout ce qui va être, si le cancer se situe au niveau cerveau, gorge, organes des sens, donc on est sur la zone de la parole et le mental à travers ses fonctions cognitives. Voilà. Et puis pour tout ce qui est le sang, si c'est un cancer du sang, de la lymphe ou du sein, on est sur les systèmes physiologiques de la distribution. Donc la yoga thérapie va venir renforcer l'efficacité du système physiologique affaibli. D'accord ? Et puis, ce qui est aussi fondamental, comme on a dit, de supprimer le facteur du stress, ça va être aussi de travailler à partir de la cause ultime, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette graine a poussé, la nature de cette graine. Ça va être pour la personne de l'aider à pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà. C'est-à-dire que la pathologie, elle est là. Et il y a ce qu'on appelle la maladie et aussi ce qu'on appelle la maladie de la maladie.
Et c'est comment dépasser, accepter qu'à un moment donné, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné, c'est comment accepter que ce qui est, et pouvoir se projeter sur l'avenir, quel que soit ce qui va se passer dans l'avenir. Et le temps qu'on en est là, et c'est comment accompagner la personne à faire en sorte que la pathologie ne prenne pas toute la place et n'affecte pas encore davantage un mental. Là, on a besoin d'un mental fort et positif. D'accord ? Voilà. Donc, le champ est assez large. Alors, en fonction des personnes, ça ne sera pas forcément... Voilà, il n'y aura pas besoin forcément d'intervenir sur tous ces plans-là. Mais c'était pour vous montrer, vous illustrer de quelle manière, en fait, la yoga thérapie va pouvoir, encore une fois, en complémentarité de tout ce qui sera proposé, et sachant qu'il y aura d'autres choses en fonction du type de pathologie maligne. Il y a des fois le centre antidouleur qui intervient, mais il y a plein de praticiens et de disciplines qui sont là pour encadrer et accompagner en fait la personne. Et la yoga thérapie fait partie de ces disciplines et peut intervenir en tout cas tout le long du processus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on note malheureusement que la fréquence de ces pathologies augmente aujourd'hui, alors pour un ensemble de raisons diverses et variées. Une époque aussi dans laquelle on vit, très précipitée, pas forcément sereine, toujours. Mais en tout cas, malheureusement, on constate que les pathologies la fréquence est en augmentation. Donc en conclusion, la yoga thérapie en fait va intervenir dans le sens opposé de la pathologie, c'est-à-dire qu'on va partir de l'aspect physique, de la manifestation physique de la pathologie, pour progressivement remonter jusqu'à la cause ultime, faire en sorte que le mental soit renforcé et positif, et puis se projeter dans quelque chose, c'est-à-dire, je dirais pour résumer, de l'ombre, ramener la personnalité dans la lumière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a certains aspects de ce que je vous ai présenté sur lesquels vous voulez des précisions ? C'était très clair et très intéressant, très instructif. Est-ce que ça répond à certaines de vos questions ? Alors on parle là de yoga thérapeutique, mais si on pratique à longueur d'année un yoga bien normal pour différencier du thérapeutique, est-ce que ça permet justement de gérer ces zones un peu Alors, est-ce qu'en faisant un cours de yoga, en pratiquant le yoga régulièrement, on peut renforcer en fait d'éventuelles zones faibles ? Alors, derrière ça, il y a la question, est-ce que le yoga, globalement, est thérapeutique ? Voilà. Le fait d'avoir une activité physique, de toute façon, est bénéfique pour la constitution. Et vous allez, au cours de votre séance, travailler, mobiliser ces différents systèmes physiologiques. Donc, oui, il ne peut avoir qu'un effet bénéfique sur votre constitution. Après, souvent on pense pour de yoga, on y va une fois par semaine et voilà. La yoga thérapie, c'est pas ça. La yoga thérapie, c'est au quotidien à la maison. Voilà. Donc, alors ça veut pas dire à vie. Ça veut dire que pour que la pratique, les techniques fonctionnent, c'est pour ça que ça s'appelle yoga thérapie. La thérapie, c'est au sens de répétition. Voilà. Si on fait une fois comme ça pratique. Voilà. Donc il y a une régularité, une fréquence pendant un certain temps qui fait que les effets en fait vont se produire. Et puis le cours de yoga ne vous permet pas de savoir où est-ce qu'il y a des faiblesses. Voilà. Donc ça demande une observation, ça demande de voir une anamnèse, d'observer la constitution et d'échanger aussi sur les antécédents. Donc, comme toute activité physique, votre cours de yoga va vous apporter des bienfaits. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Si on est sur, à un moment donné, on parle d'une pathologie ou d'un état de la constitution fragilisé pathologique, c'est pas le cours de yoga hebdomadaire qui va apporter des réponses, enfin des solutions durables. Parce que l'objectif, c'est aussi qu'on ait, si vous n'enlevez pas la cause ultime, la pathologie se remanifeste. Autre chose? Pour être un peu plus précis sur le quotidien, donc un patient qui vient vous voir pour un cancer, par exemple, vous allez lui prescrire un série d'exercices, ça, il va devoir appliquer tous les jours. Et on peut voir d'un certain temps qu'on va élever. Concrètement, c'est comment on se met en place un protocole de yoga thérapie. Ouais, ok. Donc la personne, alors déjà, il faut savoir que ça se passe qu'en individuel. Voilà. Parce que comme yoga thérapie, yoga et yoga, on pense souvent en cours de groupe, il n'y a pas de yoga thérapie en séance de groupe. D'une part parce qu'au-delà même de l'aspect confidentiel, chaque individu est unique. Et du coup, même si j'ai 10 personnes qui viennent avec du diabète ou avec une pathologie maligne, situées au même endroit, elles auront chacun un protocole différent. En fait. Donc, en individuel. Après, effectivement, comment ça se passe? Donc, il y a une première séance où la personne vient avec sa demande et où on échange sur les symptômes, on prend connaissance de la situation. Et une observation de sa constitution, justement pour savoir ce que je vais lui donner à pratiquer à la maison. Alors, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on pratique à la maison? Donc, ce sont des techniques à la base issues de celles du yoga, mais qui vont être d'une part adaptées à la constitution de la personne. Si par exemple la personne ne peut pas s'allonger par terre, je ne vais pas lui donner des choses à faire allonger par terre. Et d'autre part, elles seront choisies parce que quand elles seront répétées quotidiennement, elles vont agir à l'endroit où on souhaite qu'elles agissent. Voilà. Alors, ce sont des postures, mais encore une fois, oubliez la posture de yoga telle qu'on la voit dans la pratique dans un cours de groupe. C'est-à-dire que c'est issu des postures de yoga, mais en fait, elles vont être adaptées, le geste va être adapté pour que, répété, il ait une action sur le corps et surtout que la personne puisse le faire en confort et sans rajouter de souffrance à celle qu'elle peut déjà avoir. Voilà. Donc en fait, on est sur des choses très très simples. Voilà. Une série de techniques élaborées et mises dans un ordre bien précis qui sont retransmises sur une fiche de manière que la personne n'a pas besoin de mémoriser, elle a sa fiche, elle pratique aussi avec moi et en fait elle va répéter ces techniques, alors on va dire corporelles et respiratoires, voilà. Et il peut y avoir d'autres éléments comme des sons, comme des visualisations, voilà, ça dépend. Mais elle va les répéter quotidiennement. Voilà, jusqu'à ce qu'elle vienne. Après, au niveau du suivi, donc il y a un gros travail qui se fait en autonomie à la maison. Et il y a des rendez-vous de suivi, alors réguliers au sens où, en fonction de ce qu'il y a besoin pour la personne. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent pratiquer selon les pathologies 1 mois et demi seul à la maison. Et puis pour d'autres gens, le suivi sera plus régulier selon la personne et puis aussi selon les pathologies. Voilà. Voilà. D'autres questions? Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, si vous aviez d'autres questions ou d'autres informations que vous souhaitez, vous me rejoignez sur le stand. Voilà.